Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient, répond la sentinelle. Excellence, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, Togo, mon pays, te voilà libre enfin. Libre d'être toi-même, de suivre tes idées et tes inclinations, de choisir selon ta raison et tes sentiments, de décider d'après ta propre volonté, libre enfin, dans la dignité retrouvée, de prouver et d'affirmer ta personnalité. Fin de citation. Ce discours de proclamation d'indépendance du Togo prononcé par Sylvanus Olympio éveille en chaque Togolais, que dis-je, chaque Africain, de la fierté et de la ferveur. Qui est Sylvanus Olympio? Sylvanus Olympio est simplement un grand. En 1960, il était le chef d'État le plus diplômé du monde. Ce monsieur, lorsqu'on devait organiser les élections législatives, la France, qui ne sait que détruire, tuer, massacrer ou torturer, a envoyé Sylvanus Olympio en prison sous le prétexte qu'il faisait trafic de devises. Sylvanus Olympio reste en prison. De la prison, Sylvanus Olympio organise son parti et gagne les élections législatives au Labin. Ses députés votent une loi d'amnistie. Il sort de prison et l'intronise comme Premier ministre du Togo. La France ayant compris qu'ils ont affaire à un garçon, propose en même temps l'indépendance au Togo. Sylvanus Olympio refuse et dit qu'il ne prendra pas d'indépendance tant que le Togo doit 1 franc à la France. Il rembourse entièrement ce que le Togo doit à la France en 2 ans et prend l'indépendance en 1960. Sylvanus Olympio, avant d'arriver là, était d'abord chef d'entreprise britannique au Nigeria, au Ghana, et lorsqu'il commence par défendre son pays, l'entreprise le menace de le renvoyer s'il continue de défendre son pays. Sylvanus Olympio présente sa démission et lance ses propres affaires. Il devint président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, maire de Lomé, avant de devenir Premier ministre du Togo. C'est un homme qui avait un parcours, c'est un économiste chevronné, c'est un homme qui sait réfléchir avec sa tête. Pourquoi Sylvanus Olympio a été tué? Sylvanus Olympio a été tué pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était trop intelligent pour son époque. Il a compris très tôt qu'on ne peut rien gagner avec la France. Il a donc décidé de rompre la coopération avec la France et de se mettre en relation immédiatement avec les Allemands. Retenez ceci, il n'y a de chef d'État tué que dans les pays francophones d'Afrique. Dans aucun pays anglophone d'Afrique, un chef d'État n'a été tué. La France ne sait que tuer. Ils l'ont fait. Et donc, il avait la malchance d'hériter d'un pays où le colonisateur ne sait pas comment on fait de la stratégie, ne fait que tuer. Voilà pourquoi Sylvanus Olympio est mort en 1963, parce que simplement, il a compris très tôt qu'avec les Allemands, il pouvait gagner une relation de développement pour son pays qu'avec la France qui ne veut que piller. Pourquoi la parole de nos dirigeants à l'occasion de la célébration de nos indépendances souffre autant d'ignorance? Déjà, il faut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire pour la plupart, parce que vous voyez dans leur discours, on ne sent pas l'histoire. Ensuite, on n'entend pas les mots qui réveillent l'Africain. On n'entend pas fierté, on n'entend pas liberté, on n'entend pas indépendance, on n'entend pas programme. On entend une litanie de « on a construit des classes, on a fait ceci, mieux ». On n'entend jamais « je présente mes excuses au peuple pour toutes les erreurs ». Le discours des chefs d'État africains est un discours qui n'est pas conçu. Barack Obama, pour son investiture, a dépensé 600 milliards de francs CFA pour élaborer un discours de 20 minutes. Avant le discours, les Américains ne croyaient plus en leur avenir. Après le discours, les Américains croyaient en leur avenir. C'est un investissement. Un discours de chef d'État ne peut pas être écrit sans qu'on ne lise les discours des chefs d'État qui l'ont précédé. Un discours de chef d'État ne peut pas être écrit sans qu'on ne lise l'histoire du panafricanisme. Comment on en est arrivé aux indépendances? Lorsque Marcus Garvey de sa tombe, lorsque Kwame Nkrumah de sa tombe écoute les discours des chefs d'État,
ils sont déçus. Déçus de voir qu'on ne parle plus de liberté, qu'on ne parle plus de fierté, qu'on ne parle plus de patriotisme, qu'on ne parle plus de nationalisme, qu'on ne parle plus de développement de l'Afrique, qu'on ne parle plus de toutes ces valeurs qui nous ont conduit à l'indépendance. Mais qu'on ne parle que de « on a fait ci, on est sur la bonne voie, on est en train de gagner, on est en train de réussir ». Non, ce n'est pas ça que les pères fondateurs ont voulu. Ce que les pères fondateurs ont voulu, c'est une Afrique qui sait se retourner vers son histoire, vers son passé, qui sait puiser dans son histoire les valeurs, le chemin. Lorsque Barack Obama faisait son discours d'investiture, il disait ceci à son peuple. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais je sais une chose, on va s'en sortir. Parce que la solution pour s'en sortir se trouve dans notre histoire, dans le chemin tracé par nos pères fondateurs qui ont tracé le chemin. L'Afrique doit se réconcilier avec son passé pour se développer. Et les chefs d'État sont obligés de commencer par écrire des discours qui parlent de l'Afrique et non qui parlent d'eux. Que faire? Ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par faire de la communication, du plaidoyer, du lobbying pour aider nos dirigeants. Et non seulement nos dirigeants, mais les dirigeants à venir, les dirigeants de demain. Il faut reprendre le combat du panafricanisme. Nous avons la malchance aujourd'hui d'avoir une Afrique qui a très peu de chefs d'État panafricanistes. C'est vrai que le Ghana vient d'hériter d'un panafricaniste convaincu qui vient de prendre une litanie de décisions. Première décision, renvoi du Fonds monétaire international. Deuxième décision, refus de toute aide au développement. Et tout ça a contribué à ce que le Ghana soit plus crédible auprès des financiers dans le monde. Bref, je crois qu'il faut le retour des pères fondateurs ou l'émancipation des chefs d'État africains du joug colonial afin de prendre leur liberté pour incarner ce que les pères fondateurs ont voulu. Je vais vous dire ceci. Vous savez, dans la langue du Bénin, lorsque quelqu'un devient roi, on dit « Edouard Holou ». Ça veut dire « il a mangé le roi ». Il a mangé ses prédécesseurs et il les incarne désormais. Il faut que le chef d'État puisse manger leurs prédécesseurs pour les incarner désormais. S'ils arrivent à les incarner, à les représenter, à faire en sorte qu'on retrouve à travers leurs propos la fierté des pères fondateurs, je crois qu'on aurait gagné beaucoup de choses. Il faut que le chef d'État retourne à l'école de l'histoire de l'Afrique. Un secret de Sylvanus Olympio pour booster la vie des Africains. Le secret de Sylvanus Olympio, je vais vous dire simplement que c'est un homme qui a compris très tôt que lorsqu'on sait, on est plus fort. Lorsqu'on connaît, on est plus fort. Il est allé à l'école des Blancs pour les connaître, afin de les avoir, afin de les dribbler, afin de les vaincre. Je crois que nous devons donner de la priorité au savoir. Lorsque j'ai des difficultés, au lieu de dire que ce n'est pas possible de changer les choses et d'avancer, je dois simplement faire en sorte de chercher qu'est-ce que je ne connais pas qui fait que je vis cette difficulté. Il n'y a pas de difficulté lorsque nous sommes dans la démarche d'étudier la difficulté et de sortir de la difficulté la solution idoine pour ça. Il n'y a de problème que parce qu'il y a une question qui n'a pas encore trouvé de réponse. C'est ce que Sylvanus Olympio a compris et c'est ce qu'il a fait tout le temps. Il a toujours appris et il a légué ça à ses enfants qui sont de grands diplômés et qui ont réussi dans leur vie. C'était coach Patrick Amanpoyon, docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain.